Bon, merci Madame Elena Fanetti. Mais sans plus attendre, nous allons passer à la phase questions-réponses. Donc, nous allons prendre peut-être une série de trois questions d'abord, et puis on prendra une deuxième série après. Oui, Monsieur le Directeur Général. Oui, merci beaucoup. Bon, pour la bonne forme, félicitations à tous les exposants. Pour le Maroc, je voulais demander s'il est possible à nos étudiants qui sont au Maroc, qui sont en train de finir leurs études en informatique ou dans d'autres secteurs qui sont intéressants pour le Maroc, qui puissent avoir des contrats de travail pour une courte durée avant de rentrer au pays. Ça peut aider le Maroc comme aussi, quand ils reviennent, ils ont un peu la main. Est-ce que c'est une piste qu'on peut discuter et négocier avec ANAPEC ou le gouvernement? Pour Mme Elena, sur le Union Européenne Trust Fund, à partir de la Valette, est-ce que le Togo est éligible, puisque vous avez dit qu'il y a des pays éligibles, non éligibles? Si le Togo est éligible, je voudrais savoir pour réveiller un peu mon gouvernement et aller chercher quelques projets. Sur le fonds External Fund, l'investissement plan, comment est-ce qu'on procède pour accéder à ça? Je suis intéressé à avoir la documentation pour parler avec vos collègues de Lomé pour savoir si le gouvernement peut demander des ressources sur ça. Maintenant, sur le Global Compact Migration de Marrakech de l'année dernière, quelle va être la suite? Sur quoi l'Union européenne va investir pour donner corps à des éléments concrets du Global Compact? Je sais que le BIT est en train de rédiger quelque chose pour voir si on peut trouver l'argent pour former des gens chez nous en nombre suffisant pour des marchés qui ont des besoins. Voilà mes questions. Merci beaucoup. Merci aux exposants. Ma question a trait sur la mobilité professionnelle. Qu'est-ce que j'appelle la mobilité professionnelle en dehors de la migration professionnelle? La mobilité professionnelle, c'est nous avons des multinationales aujourd'hui. Ça concerne le camarade qui vient du Maroc. Il y a la mobilité professionnelle. C'est pour des travailleurs que les multinationales envoient d'un pays à un autre. Parce que là aussi, il y a un problème qui se pose, surtout au niveau, par exemple, de l'Afrique centrale. Vous trouvez, par exemple, un Camerounais qui se trouve en RDC, au niveau de MTN. Alors, on l'a fait partie du Cameroun pour la RDC. Quel est son statut? Il est là-bas qui gère ce travailleur. Quel est le test qui gère ce travailleur? Si vous avez des exemples concrets, vous pouvez nous le dire exactement s'il y a des textes, le cadre législatif. Pour Mme Elena, j'ai vu quand même à sa dernière présentation, elle a parlé de migration légale et mobilité. Alors, est-ce qu'au niveau de l'Union européenne, je sais qu'il y a un débat le plus souvent avec les travailleurs polonais qui vont travailler, par exemple, en France, il y a ce débat mais en ce qui concerne la mobilité professionnelle des multinationales européennes qui se changent de travailleurs, qu'est-ce qui est fait pour que ces travailleurs-là, est-ce qu'il y a des tests qui les gèrent? Quand ils ont des problèmes, par exemple, ils quittent la Belgique pour la France, il a des problèmes en France, qu'est-ce qui les gère? Est-ce qu'il y a des tests comme ça? Et je terminerai toujours pour Mme Elena, lui poser la question. J'ai vu le dernier projet de IMO, mais je ne sais pas si c'est vous qui avez choisi PNDP, parce que nous sommes là, il y a le Fonds national de l'emploi qui a un programme qu'on appelle l'UCEP, qui s'occupe de IMO. Pourquoi l'Union européenne n'a pas beaucoup traité avec le Fonds national de l'emploi et a préféré travailler avec
PNDP qui ne travaillent pas dans le cadre tripartite, parce qu'il faudrait vous dire que lorsque vous avez des projets qui concernent l'emploi, il faut que vous travaillez avec des structures qui peuvent avoir des personnes qui peuvent avoir un œil s'il y a le travail décent là-bas. PNDP ne travaille pas dans le cadre de tripartisme. Donc les travailleurs, par exemple, les syndicats ne peuvent pas aller voir PNDP pour dire que, mais écoutez, il n'y a pas de travail décent dans ce projet-là. Pourquoi on a travaillé avec PNDP et non le Fonds national de l'emploi, qui est une structure chargée de créer les emplois? Merci. Madame, can I? Merci Madame la modératrice de nous passer la parole. Ma question s'adresse évidemment à Elena, parce que je suis du Fonds national de l'emploi. Merci Président. Et j'apprécie que l'Union européenne multiplie les initiatives, mais j'ai l'impression comme si l'Union européenne le fait sans plus penser à intégrer ceux-là qui opérationnellement, tel que le disait le Président tout à l'heure, seraient des instruments opérationnels pour l'application de ces projets que vous initiez. Il me souvient qu'en 2010, l'Union européenne a mis sur pied le programme pilote PGMP, partenariat pour la gestion de l'immigration professionnelle, dont faisaient partie le Bénin, le Cameroun, le Mali et le Sénégal. Et j'ai été celui-là qui, au Cameroun, a été chargé de gérer ces placements-là, cette phase d'essai. Je suis navré, mais malheureusement, rien n'a marché après nos différentes réunions de par-ci et par-là, simplement parce que la législation au niveau de l'Europe n'était pas encore avancée. J'aimerais donc savoir aujourd'hui, parce qu'il s'agissait pour nous de fournir à la demande des pays européens, de pouvoir mettre à votre disposition des migrants de nos pays qualifiés pour ces différents emplois. Cette base de données que j'avais déjà envoyée à Pôle emploi pour un nombre de postes à pourvoir qu'il m'avait envoyé, ces profils sont encore sur ma machine jusqu'à aujourd'hui. Donc j'aimerais savoir s'il y a eu des avancées, parce que le problème se posait au niveau de la législation. Le projet devait passer par la Chambre basse en France avant de passer au Sénat. C'était ça le problème. Merci. Okay. Nous allons permettre aux deux intervenants de répondre et nous allons revenir sur vous après. Allons-y. Allons-y. Merci beaucoup, madame. Moi, c'est Sambala Sidibé du Mali. En fait, j'ai une sous-question à la question du DG du Bénin par rapport aux stagiaires sud-sahariens qui sont au Maroc. Moi, j'allais plutôt, parce qu'ils sont confrontés à un problème de stage. S'il faut que ces étudiants quittent le Maroc pour venir faire les stages dans leur pays, ensuite repartir, je crois que l'ANAPEC, sur ce plan, peut nous aider comment ces jeunes-là peuvent faire leur stage de fin d'études avant d'arriver à un contrat. Ça, c'est ma sous-question par rapport à la question du DG. Maintenant, l'autre question, c'est par rapport à l'Union européenne. Vous savez, il y a des expériences qu'il faut peut-être que l'Union européenne essaie de voir comment les élargir. Le Mali, par exemple, nous, on a une expérience avec la France pour la gestion des migrants qui reviennent de façon volontaire. Ces dispositifs marchent. Pourquoi ne pas élargir aux pays européens qui peut faire en sorte que les gens peuvent rester. Ensuite, nous avons aussi une expérience avec les migrants
les migrants du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali ont créé une école qui fait apprendre aux jeunes des métiers. Et en faisant apprendre des métiers aux jeunes, ça les fixe sur leur site. Est-ce que ces actes d'expérience ne peuvent pas avoir le soutien ou bien l'élargissement même de l'Union européenne dans d'autres pays? Parce qu'en fait, d'hier à aujourd'hui, les gens parlent par rapport à l'emploi, c'est un problème de compétences. Si vous nous aidez à développer ces compétences, peut-être ça va faire fixer ces jeunes-là qui ne vont pas aller à l'extérieur. Et moi, souvent, vraiment, je suis dans une réflexion par rapport à la migration. Et souvent, je me dis, est-ce que la façon dont on est en train de faire, est-ce que la migration n'est pas en train de nourrir la migration? Parce que de la manière dont on traite les migrants, de la manière dont ceux qui reviennent sont traités, bon, est-ce qu'on n'est pas en train nous-mêmes d'alimenter la migration? Bon, l'autre sujet par rapport au PGMP, je voulais quand même dire à notre ami Gomezo que les résultats sont mitigés par pays. Nous, on a quand même quelques acquis, vraiment par rapport à ce PGMP. Et ce qui n'a pas surtout marché, c'est l'accueil emploi à notre niveau. Sinon, tous les autres aspects, nous, on a eu d'importants résultats avec le PGMP. Merci. Oui. Merci, madame. Merci, c'est Bagza Bolo Azaria du Tchad. Ma question s'adresse à M. Joseph par rapport à sa présentation. Je saisis d'abord cette occasion pour saluer la pertinence de sa présentation et lui décerner une mention toute particulière. En effet, mon inquiétude, c'est chercher à savoir, parce qu'il disait ils ont signé des traités avec le Golfe, je cherche à savoir, parce qu'il disait qu'il y a des cabinets qui sont en relation avec ces migrants. Mais quels sont alors les indicateurs qui prouvent que ces migrants sont traités décemment? Parce qu'il ne se passe pas un jour où ils sont décriés. Et par ailleurs, je voulais aussi un peu partager notre expérience, parce qu'il est vrai, en Afrique de l'Ouest, l'intégration est à peu près réussie. Mais par contre, en zone CEMAC, nous avons vraiment des fils à retordre. Concernant particulièrement mon pays, il y a des textes qui réglementent les conditions d'embauche des expatriés chez nous. J'espère que avec la signature de cet accord de partenariat qui a eu lieu il y a quelques jours, cet accord, j'ose croire, permettra peut-être de redorer le blason, faire en sorte que cette convention puisse rendre effective notre intégration sous-régionale. C'était là mes impressions que je voulais partager. Merci. Ok. Moi-même, j'ai une question pour M. Joseph G. Vous avez beaucoup parlé comment je vais l'appeler, des migrants sortant du Kenya. Qu'est-ce qui est fait pour ceux qui entrent au Kenya? S'il n'y a plus de questions, je vais passer la parole aux différents intervenants pour qu'ils puissent donner des éléments de réponse. On commence par Madame Elena. Alors, pour ce qui est de la question de l'éligibilité du Togo au fonds fiduciaire, la réponse est non. Mais ne me demandez pas pourquoi, parce que ce sont des décisions politiques prises à Bruxelles. Pour donner un exemple, par contre, le Mali a beaucoup bénéficié du fonds fiduciaire d'urgence, c'est un des pays prioritaires.
Donc, pas les fonds fiduciaires d'urgence, mais les plans d'investissement extérieur, ça oui, par contre. Donc, ça bénéficie tous les continents africains sans distinction. Et vous pourrez vous rapprocher de la délégation de l'Union européenne qui est à Lomé pour prendre plus d'informations, ce que je ne maîtrise pas. Pour la suite du Global Compact, je ne suis pas les Nations Unies, je ne représente pas les Nations Unies, je ne peux pas parler pour eux, il n'y a personne dans la salle pour répondre, donc ça aurait été une bonne question pour l'OIM. Pour ce qui concerne la mobilité professionnelle, la migration professionnelle à l'intérieur de l'Union européenne, comme je l'ai dit, je ne suis pas l'experte de ce qui se passe à l'intérieur de l'Union européenne. Je m'occupe de politique extérieure, tout ce qui est dans les pays tiers, notamment l'Afrique et le Cameroun. Donc je ne pourrais pas vous répondre à la question sur les travailleurs polonais. Pourquoi le PNDP a été choisi en tant qu'agence de mise en œuvre pour le projet PNDP IMO? C'est parce que le PNDP faisait déjà ça. Il représente les communes, il a un contact très étroit avec les communes de l'extrême nord, il est sur le terrain. Et ce n'était pas une première phase, nous avons financé, je crois, la deuxième ou la troisième phase d'un projet que l'AFD avait déjà commencé avec les PNDP sur des fonds français, et que d'ailleurs l'AFD va continuer avec le PNDP sur des fonds français suite à la fin du projet du fonds fiduciaire d'urgence. Concernant l'implication du FNE dans nos projets, je crois qu'il y a quand même des synergies qui ont été établies à chaque fois, parce que je me souviens rencontrer monsieur le directeur de la coopération internationale à plusieurs réunions à l'OIM, par exemple sur la réintégration des migrants de retour. Et donc j'espère qu'on va continuer cette bonne collaboration et voir ce qu'on peut faire ensemble. Quand il s'agit spécifiquement de régions en crise comme à l'extrême nord et au nord, on a dû faire dans l'urgence. D'ailleurs, on doit faire dans l'urgence aussi avec l'OIM. Donc il faut travailler vite, il faut des agences qui sont déjà opérationnelles sur place et qui peuvent travailler dans les zones rouges, dans les zones sécuritaires difficiles. Mais continuons, s'il vous plaît, avec cette bonne collaboration. Pour la question sur les PGP, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Donc, moi, je suis au Cameroun depuis 3 ans, j'en ai jamais entendu parler, mais je vais me renseigner pour pouvoir donner une réponse à monsieur le directeur. Question côté Mali. Pourquoi pas aider à développer les compétences? Avec la France, l'Office français d'immigration et d'intégration. J'ai dit pour que ce mécanisme, ça marche. Et l'Office a même élargi ça à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. J'ai dit pourquoi cette expérience ne peut pas être soutenue par l'Union européenne pour élargir... On finance le projet de l'OFI, en fait, sont financés par des fonds internes à l'Union européenne. L'OFI est présent aussi au Cameroun, dommage qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, parce qu'ils pourraient vous dire, ils ont un projet qui, d'ailleurs, en cofinance. Donc, on est invité à chaque fois au comité de sélection des projets, parce qu'on est co-bailleur. Donc, il y a quand même un encadrement de tout ce qui est intégration via l'OFI par l'Union européenne. Ce n'est pas complètement détaché de nos politiques. C'est le cas de l'atelier-école. C'est-à-dire les migrants de retour ont financé une école pour former au métier les jeunes. Ce genre d'expérience, je dis, ça peut être soutenu par l'Union européenne dans d'autres pays parce que ça contribue à fixer les jeunes. C'est une très bonne initiative. Donc là, je vous encourage à vous mettre en contact avec la délégation de l'Union européenne dans les pays concernés pour voir s'il y a moyen de soutenir. Donc comme je disais, le Mali est un grand bénéficiaire du fonds fiduciaire d'urgence. Il y a plein de projets dans le domaine de l'emploi. Je ne sais pas si quelque chose peut être fait pour soutenir cette école, mais ça serait souhaitable. Pour donner, Madame la modératrice, avec votre permission, juste pour donner un peu de moulin à un peu d'eau à son moulin, pour ajouter que l'Union européenne a lancé le programme Archipelago, que Elena connaît très bien. Peut-être vous pouvez vous rapprocher justement et parler spécifiquement de ce programme-là. C'est focalisé sur les centres de formation, le financement des centres de formation. Merci. Monsieur Hicham. Merci, madame. Bon, je commence par justement par votre question, madame, sur les conditions d'accès des migrants pour les services au Maroc. Bon, en général, pour la formation professionnelle,
il y a uniquement une seule condition principale, c'est d'être régularisé. Mais pour tous les acteurs, les 3 acteurs principaux sur la question de formation professionnelle, à savoir le ministère de l'Artisanat sur les métiers d'artisanat, ou l'entraide nationale sur les métiers sociaux, ou l'Office de formation professionnelle, l'Office, par exemple, l'Office professionnel sur les formations diplômantes, il exige un niveau d'éducation, que le migrant soit régularisé, mais avec un diplôme pour bénéficier d'une formation qui est aussi diplômante. Mais le ministère de la Migration est en train de négocier avec le PPT, de développer d'autres formations qui sont à courte durée, mais qui n'exigent pas vraiment un diplôme pour qu'ils puissent faciliter aux migrants sans diplôme ou qui n'ont pas réussi à avoir l'équivalence de bénéficier de ces formations. Pour l'entraide nationale, par exemple, il n'a aucune condition, ça veut dire régularisé ou pas régularisé, chaque migrant peut bénéficier de tous les services comme un Marocain. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'exigence d'être régularisé. Le même cas pour l'artisanat. Pour avoir une formation dans les métiers d'artisanat au Maroc, il n'y a pas vraiment de condition que ce soit régularisé ou non régularisé. Même ceux qui n'ont pas vraiment réussi à être régularisés ou qui ont récemment venu au Maroc, ils peuvent bénéficier des formations, soit avec l'artisanat, soit avec l'entraide nationale. Pour l'ANAPEC, qui est l'agence d'insertion, c'est un petit peu compliqué parce que l'ANAPEC, comme il fait vraiment des déplacements dans des entreprises, donc la condition que le migrant soit régularisé est primordiale. Ça, d'une part. D'autre part, l'ANAPEC a développé des services ou des contrats spécifiques pour aider les jeunes marocains et que peuvent aussi les migrants bénéficier de ce genre de contrat. Toutefois, pour les contrats d'insertion, il y a toujours la condition d'avoir un baccalauréat pour les Marocains. Donc, c'est aussi pour les migrants d'autres nationalités, ils doivent justifier d'avoir un baccalauréat, soit l'équivalence ou quelque chose comme ça, pour pouvoir bénéficier des conventions, des contrats spécifiques de l'ANAPEC. Mais pour l'insertion dans le marché de l'emploi, l'ANAPEC fait la médiation entre l'entreprise et les migrants, et ça, là, alors vraiment, ça dépend des conditions des entreprises pour le placement des migrants. Pour la question des étudiants au Maroc, pour les étudiants qui sont au Maroc, il y a, je crois, entre 10 et 15 000 étudiants subsahariens qui sont au Maroc, sachant qu'un bon nombre parmi eux ne revient pas à leur pays d'origine et restent au Maroc. Et un grand nombre d'eux, ils ont déjà bénéficié de la phase de régularisation. Ça veut dire qu'ils avaient les conditions pour justifier leur ancienneté de séjour au Maroc, donc ils ont pu bénéficier de la carte séjour et maintenant ils cherchent à faire une carrière. Donc la question des stages, nous sommes en train de réfléchir avec le ministère de l'immigration de développer les compétences des migrants qui sont dans notre pays et qui sont susceptibles de revenir. Sachant qu'à travers l'implication du Maroc au niveau politique et au niveau économique, il y a plusieurs sociétés marocaines qui sont installées dans plusieurs pays d'Afrique. Donc le ministère de la Migration est en train vraiment de pousser ces entreprises à prendre des migrants, à les former et vraiment à leur donner l'opportunité d'avoir de longs stages et d'avoir de l'expérience pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine et travaillent dans ces entreprises marocaines. Ça veut dire qu'ils acquis un savoir-faire qu'ils peuvent un petit peu en bénéficier de leur pays d'origine. Bien sûr, ça marche petit à petit, c'est pas évident, mais il y a vraiment de bons résultats dans son domaine, notamment avec la banque marocaine Tijari Wafa Bank et d'autres entreprises qui sont un petit peu étatiques et qui sont plus impliquées sur la question de la migration. Pour la mobilité professionnelle, vraiment, je n'ai pas d'informations sur la question, mais on sait que le Maroc abritera l'Observatoire africain sur la question de la migration. Ça veut dire le siège serait à Rabat et normalement ils sont en train d'en nommer les représentants de chaque pays qui vont être présents au Maroc. Et c'est le rôle de cet observatoire, c'est d'ailleurs essayer un petit peu d'harmoniser les procédures, les lois et aussi l'échange d'expériences. Donc pour cette question, je crois que c'est une question qui va aussi intéresser beaucoup l'observatoire, qui va débuter très prochainement. J'ai eu une question sur les stages d'immigrants à l'ANAPEC. Bon, moi je ne représente pas l'ANAPEC,
Malheureusement, le représentant de l'ANAPEC a eu un malaise, donc il n'est pas là avec nous dans la salle. Oui, voilà, juste expliquer, après je donne la parole à mon collègue de la Tunisie, c'est que l'ANAPEC au Maroc, pour les migrants, ils offrent leurs services, mais ils ne donnent pas de stage. Ça veut dire que ce n'est pas l'ANAPEC qui font des stages. C'est l'ANAPEC, il appuie à l'insertion au marché du travail, comme je l'ai expliqué, il fait la médiation, mais aussi ils ont un petit projet, d'ailleurs une procédure que nous on appuie, l'agence belge appuie, c'est la question de formation. Ça veut dire s'il y a un poste que les migrants peuvent postuler, mais il leur manque par exemple en condition, la langue, quelque chose, l'ANAPEC peut prendre une charge, une formation de courte durée pour que le migrant soit plus apte à ce poste du travail. Donc cette procédure est largement utilisée et appuyée par le ministère et par l'agence belge. Sur le Global Forum, ça veut dire le Maroc à travers le ministère de la Migration. Comme le Maroc, c'est lui qui a abrité le Global Forum à Marrakech l'année dernière. Donc chaque année, le ministère de la Migration marocain nous envoie un tableau là qu'on doit, suivant les objectifs qui ont été signés et validés pour le Global Forum, les avancées de chaque institution, de chaque agence de développement, de chaque bailleur de fonds, de chaque ONG qui travaille sur la question, pour que le Maroc, chaque année, présente son rapport de l'exécution, de suivi des résultats des objectifs du Global Forum. Et je crois que sur la question de migration, c'est Youssef peut nous donner un petit peu plus d'explications. Merci. Avec l'autorisation de Madame la modératrice, pour compléter sur cette histoire. Alors moi je préside l'association des étudiants subsahariens en Tunisie. Je préside président d'honneur, je ne suis pas le président. Et je voudrais juste compléter sur ce que vous venez de dire, Sidi Hichem, en disant aussi qu'il y a énormément d'étudiants subsahariens qui reviennent aussi au pays avec des projets d'entreprise, avec des partenaires tunisiens. Et ça, c'est une opportunité qui est extraordinaire. Et nous devons tous, en tant qu'Africains aujourd'hui, de développer le Sud-Sud. Il n'y a pas que le Nord-Sud ou le Sud-Nord, il y a aussi la collaboration Sud-Sud et on a beaucoup à faire ensemble à ce niveau-là. Pour ce qui est de la question des migrants, ce qu'il faut savoir et ce qui est très important, c'est que le Maroc ou la Tunisie sont des pays de passage, ce ne sont pas des pays d'accueil encore pour l'instant. Alors ils sont en train de se transformer en pays d'accueil de plus en plus depuis 2 ou 3 ans, mais à la base, lorsque les personnes, généralement les jeunes qui viennent en situation illégale en Tunisie ou au Maroc, lorsqu'ils viennent, l'objectif pour eux n'est pas de s'installer en Tunisie ou au Maroc. L'objectif pour eux est de faire cette étape qui va leur permettre de passer en Europe. Après, ils se rendent compte en fait qu'il existe des opportunités et qui peuvent trouver aussi des opportunités en Tunisie ou au Maroc. Et donc à ce moment-là, ils décident de rester. Et c'est là aujourd'hui nous sommes en train de mettre en place des processus d'accompagnement dans la formation professionnelle notamment et surtout dans la formation professionnelle pour pouvoir les accueillir et leur permettre de travailler parce que nous aussi, nous sommes en train aujourd'hui de vivre un problème de pénurie sur certains métiers et nous sommes bien contents aussi de trouver toutes ces personnes qui viennent. Maintenant, si vous me permettez rapidement sur l'Union européenne, Madame, en fait, l'un des problèmes que je remarque dans toutes les interventions que j'ai entendues, c'est un problème de responsabilité partagée entre nos pays, mais également entre les organismes internationaux qui nous appuient, dans le sens où il y a un manque de coordination des deux côtés. Et je m'explique. Et là, on va prendre le problème de la migration parce que c'est le problème qui est, à mon avis, parfait dans ce sens-là. À l'ANETI, l'Agence nationale pour l'emploi que je représente en Tunisie, je reçois une semaine la coopération italienne. La semaine qui suit, je vais commencer par l'Italie pour vous faire une dédicace. La semaine qui suit, la coopération allemande. La semaine d'après, la coopération française. Et chacun d'entre eux va me parler de la manière dont il voit la migration et la manière dont il voit le traitement des retournants et la manière dont il voit la migration circulaire en me demandant de bien vouloir m'adapter à ces entre guillemets exigences qui après n'en sont plus lorsqu'on discute. Mais au début, voilà, il y a certaines revendications de leur côté. Et
là, je suis le premier à dire, et je le dis volontiers, que c'est de ma faute, en tant qu'Aneti, si je ne suis pas capable aujourd'hui de bien coordonner l'arrivée de ces retournants, etc., en tant qu'État tunisien même, pas en tant qu'Aneti. Et c'est à nous aujourd'hui de savoir comment faire pour avoir une politique commune de l'État tunisien. Mais ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'il y ait une politique commune de la part de nos partenaires européens dans ce qui concerne l'accueil des migrants. Alors je sais que les politiques et les personnes qui gouvernent dans chacun des pays européens ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes orientations et ne sont pas autant sur la droite ou sur la gauche, mais il faut aussi comprendre que, moi je le réponds souvent, j'ai entendu parler de l'Union européenne, pour qu'eux aussi ils comprennent qu'il y a une union aussi qui les chapeaute, et c'est là où je vois que le rôle de l'Union européenne est primordial et il est central, de peut-être mieux coordonner ces besoins qui nous viennent parfois de différentes nations au sein même de l'Union européenne et qui finissent par nous laisser dans un certain, dans un certain... On est perdu, on est un peu perdu, on ne sait pas, l'Italie demande ça, là, ouais, dans un cafouillage, exactement, dans un certain cafouillage. Donc à mon avis, si on veut vraiment aujourd'hui faire un vrai exemple de la migration circulaire, de la migration légale entre nos deux pays et des retournants, il faudrait absolument qu'il y ait un travail de coordination, que ce soit de nos États pour mieux exprimer la manière dont on veut recevoir ou la manière dont on veut envoyer, mais également une coordination de la part de nos pays amis et partenaires de l'Europe. Et je trouve que l'Union européenne, dans cela, a un rôle majeur à jouer. Je vous remercie. J'avais juste une toute petite remarque que je partage malheureusement plusieurs fois. C'est que j'ai une réserve personnelle sur le mot quand on dit un migrant clandestin ou la migration clandestine. Moi, personnellement, je considère le migrant avant tout un être humain. Le déplacement et la migration, c'est un droit. Ça veut dire que personne n'a le droit de nous classer clandestins ou pas clandestins. L'objectif, ça, c'est un mot qui vient de l'Europe, bien sûr, et ça, c'est sorti pendant les années 90, et malheureusement, il est toujours utilisé. Et l'objectif, c'est de banaliser la migration, c'est de banaliser la mort, c'est de banaliser l'être humain. Et tout ce qu'on voit, par exemple, maintenant sur la Méditerranée, ça n'intéresse personne. Que 4500 Africains qui sont morts cette année dans la Méditerranée, ça n'intéresse personne. Que l'Europe soit de plus en plus rigide, qui n'accepte même pas l'aide humanitaire, le sauvetage en mer, ça n'intéresse personne. Donc parfois, il faut aussi qu'on regarde et qu'on voit la migration surtout d'un œil qui est humaniste. Ce sont vraiment des êtres humains. On parle d'êtres humains, on ne parle pas de chiffres, on ne parle pas de nombre, mais on parle vraiment d'êtres humains. Merci. Je voudrais commencer par la question venant de mon collègue du Tchad. Sur la preuve suivant laquelle les migrants sont traités de façon décente. Comme je l'ai précisé, la plupart de ceux qui vont dans la région du Golfe et d'autres destinations, ils sont amenés par les agences de recrutement privées. Toutefois, nous avons des agences de recrutement illégal au Kenya. S'agissant de ces dernières, très souvent, ils envoient les gens dans la région du Golfe à travers des visas touristes. Et si vous avez un visa touriste, comme vous le savez, on ne peut pas vous empêcher de voyager. Donc les agences de recrutement s'appuient sur ce type de visa pour amener les gens dans ce pays. Et on retrouve par conséquent des Kenyans qui souffrent dans la région du Golfe. Et de telles personnes, ils sont envoyés par des agences de recrutement illégales. Toutefois, le gouvernement met tout en œuvre pour s'assurer que ce fléau soit éradiqué. Nous ne voulons pas que des êtres humains soient amenés dans ces pays sans passer par les canaux officiels. Donc si quelqu'un est amené hors du pays à travers une agence illégale,
alors nous considérons cela comme du trafic humain et les conséquences sont claires. Dès que vous êtes arrêté en train de faire sortir quelqu'un du pays sans les autorisations préalables, alors vous êtes traduit devant la justice kenyane. Il y a également des cas où certaines filles qui vont en Arabie Saoudite, ils vont pour d'autres motifs. Elles veulent simplement quitter le pays et dès qu'elles le font et elles y arrivent, c'est-à-dire chez l'employeur, elles cherchent des voies et moyens de disparaître pour aller travailler ailleurs où elles peuvent avoir une rémunération plus substantielle. Et dans ce cas, l'agent dresse un rapport dans l'immédiat. Et nous avons des attachés dans des pays avec lesquels nous avons des accords bilatéraux. En cas de problème, quel qu'il soit, les Kenyans sont censés prendre attache avec l'attaché de l'emploi le plus proche pour leur expliquer ce qu'ils font. S'ils sont en détresse, ils doivent se rapprocher d'un de ces missions et toutes les mesures sont prises pour que ces citoyens soient rapatriés au Kenya. Il importe également de préciser que les agences de recrutement sont tenues d'avoir un conseil chargé de la sécurité afin que si un Kenyan qui a été envoyé à l'étranger ou s'ils envoient un Kenyan dans l'un de ces pays de destination et que ce Kenyan se retrouve dans une situation de détresse, alors à travers ce conseil de sécurité, ce Kenyan est rapatrié. C'est pour cela que, comme je l'ai précisé, le système Moussanet qui avait été mis au point par l'Arabie Saoudite fonctionne sans anicroche parce qu'à travers lui, nous sommes capables de suivre les migrants kenyans. S'agissant de l'autre question qui a été posée par madame la modératrice sur ce qui est fait pour ceux qui viennent au Kenya. Pour entrer au Kenya, vous devez avoir un visa au préalable. Pour certains pays tout au moins. Mais si vous savez très bien que vous venez travailler au Kenya, vous devez avoir un permis de travail. Et un tel permis n'est délivré qu'à ceux qui arrivent au Kenya dotés de compétences spéciales. Vous ne pouvez pas venir au Kenya travailler comme comptable, puisque nous avons plusieurs comptables kenyans. Vous ne pouvez pas venir au Kenya travailler comme enseignant. Les enseignants pilulent dans notre pays. Vous ne pouvez pas venir arracher leurs emplois. Nous recherchons les compétences qui sont rares au Kenya. Et ce n'est qu'à ce titre qu'un permis de travail peut être délivré. Si vous n'avez pas de permis de travail, vous ne pourrez pas travailler au Kenya. Toutefois, les Africains de l'Est peuvent s'installer au Kenya et travailler parce qu'il y a la libre circulation des compétences. Je peux aller travailler en Tanzanie. Parfois, nous avons des accords spéciaux. Par exemple, nous avons des Chinois qui s'installent au Kenya pour construire, par exemple, les chemins de fer. Nous avons des accords avec eux, leur permettant d'importer de la main-d'œuvre chinoise, mais il doit y avoir un accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous venez au Kenya comme ingénieur, vous devez travailler avec un Kenyan sous votre supervision afin d'assurer le transfert de compétences. Ces accords sont importants parce que lorsque ces Chinois partiront, alors les Kenyans vont occuper leurs fonctions. Nous sommes confrontés à un autre problème, qui est celui des réfugiés. Voyez-vous, au Kenya, nous avons un très grand camp de réfugiés où on retrouve de très nombreux Somaliens.
et d'autres réfugiés issus des pays frappés par la guerre. Et certains de ces réfugiés essayent de sortir du camp à la recherche de l'emploi. Et lorsqu'ils sont arrêtés, ils sont traités comme tout autre criminel. Il y a des moments où certains Européens viennent au Kenya, ou certaines personnes viennent au Kenya pas à la recherche d'un emploi, mais ils viennent simplement en transit parce qu'ils vont dans d'autres destinations. Et parfois, vous retrouvez 50 personnes qui vivent dans une seule chambre. Dès lors qu'elles sont arrêtées, autant pour moi, elles sont rapatriées. Permettez-moi également de partager avec vous cette expérience. Il y a eu une époque où nous travaillions avec des Chinois, où certains Chinois justement menaient des activités au Kenya. Donc, ces Chinois, par exemple, viennent travailler dans des chantiers de chemin de fer. Mais venus comme travailleurs, ils se retrouvent en train de vendre des articles du Kenya, notamment des vêtements. Et ce faisant, ils mènent des activités commerciales faisant une concurrence déloyale au Kenya et la plupart ont été rapatriés. Donc, pour venir au Kenya travailler sans aucun problème, vous devez avoir tous les documents requis. Au cas contraire, vous ne pourrez pas travailler. Merci. Merci pour ces échanges. Après tous ces échanges, nous constatons que beaucoup d'efforts sont faits pour valoriser la migration. Mais la question demeure, est-ce que la migration est-elle une solution au problème de chômage qui se pose avec acuité dans tous les pays? Moi, c'est la question que je vous pose et c'est par là que je vais arrêter pour que chacun de nous essaye de réfléchir et de voir concrètement dans l'accompagnement de nos chercheurs d'emploi, est-ce que nous devons vraiment les orienter vers la migration ou alors est-ce qu'il ne faudrait pas approfondir le problème, rendre les programmes que nous mettons à leur disposition plus efficaces pour qu'ils puissent être intégrés dans le circuit économique de leur pays. Je vous remercie. De l'AMCEP, chers collègues, je voudrais juste dire deux mots par rapport à cette thématique-là. Et je pense qu'il est bon, au niveau de l'ACEP, que nous puissions déjà voir les résolutions des autres ateliers passés pour sortir quelques éléments déjà discutés, des recommandations déjà faites, et qu'on les intègre un peu dans les rapports généraux de cet atelier-là. Parce que c'est important. On a tellement parlé de la migration partout, au niveau de toutes les régions, par exemple de la CEP. Donc il est important que les recommandations ici des autres ateliers qui n'ont pas eu une suite, qu'on puisse les internaliser dans le cadre de cet atelier pour tirer le meilleur leçon. Deuxième chose, je voudrais juste dire aussi que la réponse à la question sur la migration est-elle un problème, une solution au problème de chômage? Moi je pense que c'est vraiment une solution partielle. Mais la condition sine qua non qui reste et qui demeure, c'est que nos États doivent comprendre que la responsabilité est la leur d'abord, de situer, d'analyser les flux de leur population, de savoir quand un citoyen quitte le territoire, quand est-ce qu'il doit revenir sur le territoire. Ce n'est vraiment pas la faute de l'Union européenne ni de partenaires. C'est vrai, les partenaires, le pays d'accueil ont une responsabilité, mais la première responsabilité incombe au pays de départ, parce que c'est nous qui avons l'obligation régalienne de pouvoir travailler à maîtriser les flux démographiques au niveau de nos États. Voilà la conclusion que je voudrais apporter. Je vous remercie.